bienvenue en français, cette table ronde Star Trek. Alors, Star Trek a fêté ses 50 ans l'année dernière. C'est d'abord une série qui est apparue en 1966 aux États-Unis, qui a assez mal décollé. Elle a eu assez peu de succès à l'époque, même aux États-Unis, à tel point qu'elle a failli exploser en vol. Heureusement, les fans ont permis de relancer la chose. Elle a eu du succès dans les années 70 lors des rediffusions. Et suite à ça, il y a eu en tout, à ce jour, 6 séries qui totalisent un peu plus de 700 épisodes et une trentaine de films. Et aujourd'hui même démarre la dernière série en date, Star Trek Discovery, que les mauvaises langues pourraient être tentées d'appeler Star Trek Disappointment, parce que vu la bande-annonce, ça s'annonce moyen. Voilà. Ouais, mais il y a Michel Léo, et donc ça peut pas être Disappointment. Ok. Et top. Merci à M. Woodcock pour cette intervention. Alors, c'est une série qui a mis beaucoup de temps à être connue en France. Je me souviens avoir vu enfant des épisodes de ce qu'on appelait à l'époque la Patrouille du Cosmos, en français évidemment, dont un qui m'avait particulièrement marqué et que j'ai eu la chance de revoir plus tard en VO. Alors, Star Trek, personne ne connaît, mais tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît au moins Spock. Et des éléments de culture qu'on peut même retrouver dans des fictions. Dans The Big Bang Theory, ils font des bogoles en Klingon, par exemple. Et dans un film comme USS Alabama, a priori, on ne s'attend pas d'avoir un film de sous-marin de référence à Star Trek. Ben si, à un moment, il y en a une là. Alors, le but de cette table ronde, Star Trek, l'intérêt de Star Trek, c'est que Star Trek, je ne sais pas si certains parmi vous étaient là à la table ronde hier soir de Natacha Vazir, c'est typiquement de la science-fiction. En fait, Star Trek aborde tous les thèmes de la science-fiction et les rend accessibles au public, à un grand public. Donc c'est d'une part la science-fiction et d'autre part il y a un biais optimiste dans Star Trek. C'est une science-fiction qui est c'est agréable à regarder, quoi. C'est pas malsain et c'est bien orienté. Alors, pour aborder ce sujet, nous avons un panel d'experts. Alors Starfleet nous a dépêché son meilleur équipage. Nous avons le capitaine Woodcock, à ma gauche. Voilà. Ensuite, l'ingénieur en chef, Frank James. Et notre officier scientifique, Frank Celtis. Moi, je conduis pas le service. Alors, plus sérieusement. D'ailleurs, pas si c'est un Romulien ou Vulcain. Voilà, je vais vous présenter donc. Alors, André Woodcock, en fait, comme on peut s'en douter, ce n'est pas son vrai nom, mais c'est son vrai pseudo. Dès son âge au plus tendre, grâce à son papa, il a découvert la collection Fleuve Noir et les BD Batman et Superman. Puis il s'est élevé tout seul au lait de Strange, Arthur C. Clarke, Rick et Mortimer, Les Visiteurs du Soir, Valérian, Le Cauchemar de Dracula, Donjons et Dragons, Bob Moran, Jean Ray et bien d'autres. Et dans la vie qui permet de se nourrir, il travaille en financement de PME en difficulté et est devenu sur l'écriture que tard avec son co-auteur et ses collègues de l'association Gandhar, dont on a oublié d'ailleurs de présenter des exemplaires ici. André Woodcock fait les articles de fond de la revue Gandhar. Voilà. Des articles de fond qui le touchent parfois aussi. Voilà. Maintenant, Frank James. Frank James, alors il est né en 1966. Il est marié, 3 enfants et 2 crédits. Ça fait un crédit et demi par enfant. Il travaille pour l'Éducation nationale. Il est amateur de science-fiction et de comics. Il écrit des articles et des nouvelles sur le sujet. En particulier, il participe aussi à l'occasion à des articles de Gandhar. Il fait des conférences à l'occasion, dont une mémorable sur Valérian, dont je vous avais fait une l'année dernière et refaite hier soir. Il a une petite expérience dans l'illustration, oui, on peut le dire. Et il a un blog sur le pseudonyme de Zaid Chic, que je n'épellerai pas ici. Là. Et notre last but not least, Frank Celtis. Alors, Frank Celtis est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Spécialiste des exoplanètes et des atmosphères, il a participé à la première détection d'une molécule, entre parenthèses l'eau, dans l'atmosphère d'une exoplanète. C'était en 2007. Et il a participé aussi à la découverte de la première exoplanète rocheuse potentiellement habitable, connue sous le joli nom de Kepler 186F,2014. Excusez-moi si je raconte mal. À l'étude de Proxima b,
l'exoplanète la plus proche de nous, en 2016. Et récemment, la découverte des 7 planètes de type terrestre qui orbitent autour de l'étoile Trappist 1. Alors, a-t-on découvert de l'eau autour de Trappist 1 ? Probablement pas, mais moi, ce que j'en suis sûr, c'est qu'on trouvera l'avenir. Voilà. Merci. Me voler des gags. Bon. Alors, on va commencer par un petit tour de table. Chaque invité va nous présenter en fait comment il a connu Star Trek, la série, et ce qu'elle représente pour lui. Qui veut s'y coller en premier ? C'est moi qui démarre, je suis au fond. Allez. Moi c'est vieux, j'étais en Angleterre à l'époque, je devais avoir 14-15 ans, donc j'en ai 54 aujourd'hui, donc c'est une quarantaine d'années. C'était assez étrange, c'est la première fois que je voyais ça à la télévision, un espèce de monstre en caoutchouc ouvert, qui était en train de se mettre sur la tronche, avec un type en pyjama jaune et bleu, ou jaune et... Ouais, et c'était, je sais plus, le pantalon était noir ou gris foncé, je sais plus. J'ai appris par la suite que c'était l'épisode Arena de la série originale. Outre le monstre en caoutchouc qui était franchement moche, il y avait quand même l'aspect que j'ai trouvé assez sympa, c'est la téléportation. Et donc je me suis dit tiens, une vraie série de science-fiction, j'en lisais déjà beaucoup à l'époque. Ça a éveillé mon attention et ça m'a titillé. Donc après je l'ai recherché bien entendu en France, c'est pas venu tout de suite. Je me rappelle également qu'à l'époque il y avait une autre série de science-fiction que j'ai trouvée tout aussi sympa et tout aussi intéressante en Angleterre. C'était l'année où j'ai vu ces deux séries. C'était assez sympa aussi. Là c'est un espèce de bonhomme hirsute plein de cheveux bouclés avec une grande écharpe. Qui courait partout, et avec des effets spéciaux qui rappelaient un peu Planète Interdite. Donc c'était un des épisodes classiques de Doctor Who. Voilà. Alors en fait, moi, Star Trek, je l'ai découvert assez tard, en fait en 1982. Je connaissais déjà vaguement la série, parce que quand on allait en Espagne, on trouvait des poupées Spock dans les stations-service. Et on avait aussi quelques bandes dessinées américaines qui étaient traduites en France. C'était des Gold Key qui faisaient ça. Ça valait pas un bon Marvel, hein. Mais bon, je connaissais un petit peu. Et puis j'avais un copain qui lui était allé en Angleterre et qui me disait putain, Star Trek, ça vaut même pas un épisode de son cocaïne. Donc la première fois que j'ai découvert, c'était en 82. Et pour vous dire, je m'étais farci l'épisode, alors comme la télévision française faisait bien les choses, ils nous collaient ça sur le créneau de Magnum. Alors, si vous voulez, on était déjà dans une ambiance post-Vietnam, on se trouve avec Star Trek, un équipage qui se comporte comme les équipages de l'amirauté britannique, ça se donne du monsieur à tout bout de champ. On se disait, punaise, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? On avait déjà vu les deux premiers Star Wars, et même le film Star Trek était sorti au cinéma, donc on était avec une espèce de série où il y avait des mecs en pyjama, des effets spéciaux qui auraient fait pleurer Méliès. Pour vous dire, on venait de voir le premier épisode avec le pote, on est allé au Cinoche voir Tron, qui était le top du top en matière de... Maintenant il fait rire, mais bon, c'était le top du top en matière d'effets informatiques, et donc on tombait là-dessus, on se dit c'est quoi ça ? Et en fait on a véritablement commencé à apprécier Star Trek grâce à la 5, donc la 5 version Berlusconi, où il a commencé à nous diffuser à flux tendu des tas de séries américaines, qui étaient bien meilleures que les séries françaises, hein, quand même le préciser, surtout qu'il y avait de la science-fiction, et c'est à ce moment-là qu'on a découvert véritablement l'univers de Star Trek et qu'on a commencé à l'apprécier. Parce que la première saison, en fait, qu'on nous a diffusé, c'était 13 épisodes, je suis même pas sûr qu'ils étaient de la première saison d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on arrivait, on découvrait ça, et ça faisait... il y avait une distorsion, parce que c'était une série qui était progressiste au départ. Et là, quand on l'a découvert en 82, là, sur le créneau de Magnum, donc post-Vietnam, on avait l'impression d'avoir le feuilleton gnangnan, plein de valeurs américaines, pire que La Petite Maison dans la Prairie, mais dans le cosmos, vous voyez. Déjà, moi, je ne suis pas du tout expert de l'univers de Star Trek, mais je connais un petit peu. Et moi, j'ai découvert, je ne suis pas non plus certain de mes souvenirs, mais je pense que j'ai découvert avec les 2 premiers films. Et à peu près simultanément avec la série qui est passée là, avec les voix québécoises. Tabarnak. Ça, c'est 82 alors à peu
Oui, ouais. 82. Donc, je sais pas, le premier film c'est la fin des années 70, et le deuxième ça doit être 80. Et le deuxième c'est 82, c'est ça? C'est la grande année de la SF, 82, c'est ça, c'est là où il y a eu le même jour, il y avait Blade Runner et The Thing, l'autre jour il y avait Star Trek 2. Et donc j'ai vu les deux premiers Star Trek. Je pense qu'à l'occasion de la sortie de La Colère de Cannes, il ressortait le premier film, donc j'ai dû les voir les deux. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai un souvenir très fort de ça. Et puis après, pendant très longtemps, je n'avais pas la 5 moi, et donc j'ai eu un grand vide de Star Trek. Et j'ai continué à suivre les films. Et par contre, au bout d'un moment, les films n'ont plus intéressé du tout. Je crois à partir du 4. Du 4, j'aime bien, et puis après, je trouvais ça terrible. Et puis, donc je suis astrophysicien. Dans mon milieu, en fait, il y a beaucoup de fans de Star Trek. Et il y a beaucoup de gens qui se sont tournés en fait, vers l'astrophysique. Par une vocation qui est née de Star Trek. Je connais même des cas extrêmes, je peux vous dire, je connais quelqu'un qui connaît tout Star Trek, et dont le but dans la vie c'était d'arriver à refaire la salle des cartes de Star Trek, là où ils peuvent manipuler les galaxies. Et il l'a fait, il travaille pour la mission spatiale Gaia, c'est-à-dire la cartographie de la galaxie, actuellement, qui est en cours. Et il a fait une interface, exactement comme dans Star Trek, c'est une interface virtuelle où des gens du monde entier peuvent se retrouver dans un même espace virtuel et consulter en fait les étoiles, les rapprocher, les regarder, faire apparaître leurs données. Donc il est au Portugal, il a travaillé pour faire une interface. Moi c'est un lien qui m'intéresse un petit peu, les liens de vocation entre la science-fiction, la science, etc. Et voilà, donc j'ai toujours revu un peu les films, le deuxième je l'aime beaucoup, La Colère de Cannes. Il y a eu le... C'est toi? Oh, je crois qu'on est nombreux à aimer La Colère de Cannes. Non, il est pas là, Tu sport. Oui, il revient après. Et ensuite, il y a eu le reboot là, de Abrams. Le premier, j'ai trouvé ça assez sympa, il y avait une espèce de boucle temporelle. Et les deux autres, par contre, je les déteste, je veux pas que ça existe. Ce genre de choses, mais bon, c'est autre chose. Et comme il y avait cette table ronde, je me suis relancé dans ce qui est, je pense, pour la plupart des fans, le cœur de Star Trek, qui est Next Generation, que j'avais essayé de voir à l'époque, j'avais vraiment pas accroché, pour des raisons dont on pourra discuter, mais aussi parce que c'était en version française et qu'il y a beaucoup de déchets dans les premières saisons de cette série. Donc si on tombe sur certains épisodes, c'est dur de continuer. Sachant que je venais à cette table ronde et que je connaissais pas grand-chose à Star Trek, je me suis relancé dedans et ça a été très dur. Et là on m'a dit, mais regarde les meilleurs épisodes, on va donner des listes. Et donc je me suis lancé dans les meilleurs épisodes. Alors au début il ne reste pas beaucoup par saison, mais après, très vite à partir de la 3e, on garde quasiment les 3/4 de la saison et ça devient une série vraiment extraordinaire. Vraiment, en termes de science-fiction, il faut passer un peu sur... Le plus dur pour moi, c'est d'accepter qu'il débarque sur n'importe quelle planète, astéroïde, ce que vous voulez, en t-shirt. Sans se préoccuper de voilà, je suis planétologue, donc c'est des planètes. Donc ça, il faut accepter ça. Il y a 2-3 trucs dans Star Trek qu'il faut mettre de côté. Je pense que c'était même une grande douleur, je pense, pour ceux qui ont écrit les épisodes, de savoir que par des limitations de moyens de production, ils étaient obligés de faire des choses comme ça, des choses qui donnent plein d'incohérences en fait. Mais ça ouvre la porte, ça permet en fait des histoires de science-fiction, comme tu disais, sur tous les domaines, que ce soit l'intelligence artificielle, les paradoxes temporels, etc., qui sont assez vertigineux et que je trouve fabuleux. Tu sais, quand on voit les combinaisons dans Star Trek, la première saison, on se dit que c'est pas plus mal qu'ils sont t-shirts. Parce que les combinaisons, elles étaient vraiment fausses, hein. Ça ressemblait à des espèces de costumes d'apiculteurs améliorés. Oui, ouais, mais ça c'est des questions esthétiques. Ça c'est des problèmes de design, d'esthétique, c'est pas... Enfin, oui, on peut discuter, mais dans ce cas-là, il y a plein de choses qu'on ne regarde plus. Au contraire, ils ont réussi, avec une série qui date depuis les années 60 et qui continue maintenant, par des petites modifications, à arriver à garder ça. Moi, c'est pas ce que je trouve particulièrement ridicule, de dire qu'effectivement, en 66, ils avaient des coupes, ils avaient des façons de parler, il y avait des habits qui étaient ancrés dans leur époque. C'est pas quelque chose qui me gêne spécialement, le design des vaisseaux est excellent. Voilà. Merci. Alors, effectivement, ils sont presque toujours en pyjama, mais il y a 2 ou 3 épisodes dans mon souvenir, de toutes les saisons, où ils sont en scaphandre. Effectivement, sur un astéroïde où il n'y a pas d'atmosphère, il y a quelques
très petits épisodes où ils sont... Plus on avance dans les saisons, en fait, plus ils rajoutent Ouais. des éléments. Mais oui, mais comme le dit Franck Celtis, à la limite on fait abstraction de certains raccourcis quoi, et facilité, et on se concentre sur l'histoire, parce que dans 45 minutes vous avez l'histoire de clé en main, certaines fois sur 2 ou 3 épisodes. Ok. Jean-Pierre, Monsieur Woodcock, maintenant on va revenir, toujours sur le cahier des charges alors, de départ, qui fait tout l'intérêt de Star Trek justement. Le cahier des charges, d'abord c'est la grande idée de Gene Roddenberry, qui est le créateur, qui nous a quitté le grand oiseau de la galaxie, voilà, qui nous a quitté en octobre 91, je ne dis pas de bêtises, je relis mes notes parce que je ne connais pas par cœur. Sa grande idée de départ, c'était que, puisqu'on présume que l'homme ne s'est pas détruit lui-même, qu'il a rejoint les étoiles, on peut s'attendre à ce que certains côtés de la nature humaine aient été gommés. C'est-à-dire l'homme n'est plus, dans son esprit, empoisonné par ses aspects négatifs. Et donc, normalement, il n'y a plus de problème d'ego. D'ailleurs, on voit bien dans les équipages, je parle de la partie humaine de la Fédération, ils ont assez peu d'ego. Ils ne réagissent pas en fonction de, je sais pas, de la colère, de leur passion. Ils ont assez gommé tous ces aspects, ce qui fait que donc de ce fait-là, par extension, merci Franck, si j'ai un autre truc à te demander, ça ne bouge pas. Par extension, tout ce qui est ressort dramatique dans les relations entre les équipages est banni. C'est le cahier des charges de Roddenberry, alors c'est un peu changé dans les dernières saisons, mais à la base, pas de ressort dramatique lié à un conflit entre membres de l'équipage. Donc on peut dire que Star Trek est utopique, alors d'un certain côté. On va appeler ça une utopie psychologique. Oui, et même une utopie au sens large. Dans une société, il n'y a pas d'argent, voilà. C'est un peu comme maintenant, sauf que maintenant c'est pas d'argent pour presque tout le monde et beaucoup pour quelques-uns. Là, dans Star Trek, c'est pas d'argent du tout, quoi. Si, il y a un peu d'argent sur nous. Les réplicateurs, on a Voilà, exactement. Il y a un peu d'argent, parce que les Ferengi ne vivraient pas si on n'avait pas d'argent. Donc au niveau des races humaines, effectivement, il n'y a pas d'utilisation d'argent, mais au niveau des races non humaines, il reste un peu de système économique. Oui, les races humaines servent à explorer différents types de psychologie, en fait, et de donner toutes sortes un répondant, en fait, aux problématiques humaines, quoi. Ouais. Alors donc, Monsieur Frank James, donc une utopie politique où tout le monde travaille ensemble, où tout le monde comprend tout le monde grâce au traducteur universel, qui a parfois, dans 1 ou 2 épisodes, il a du mal à poser brouillissant. Voilà. Enfin oui. Bon, le traducteur universel, en fait, c'est une astuce de scénario. Hein. Ça simplifie pas mal de choses, oui. La téléportation, c'est on n'avait pas de sous pour filmer un atterrissage. Voilà. Et le docteur McCoy sculpte tout le monde avec une salière. Personne ne s'en rend compte. Donc, c'est ce qui est sympa, parce que c'est vrai qu'ils avaient un budget très très limité, donc il fallait quand même qu'ils jouent là-dessus. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que nous, quand on a reçu Star Trek, on était psychologiquement donc, dans les années 80, les années post-Vietnam. Star Trek était diffusé sur le créneau horaire de Magnum, donc un ancien du Vietnam. Et on n'avait pas cette vision de l'Amérique idéalisée telle qu'elle était véhiculée dans la série. Alors déjà, il faut signaler que les premières paroles qui ouvrent le show, c'est l'espace, la frontière finale, the final frontier. Voilà. Et en fait, c'est les mots du discours du président Kennedy sur la nouvelle frontière. La nouvelle frontière, c'était l'espace, on était dans le contexte de la guerre froide. Ensuite, à partir de 62, de la détente. Mais l'objectif, c'était d'atteindre la Lune les premiers. Et dans Star Trek, en fait, ce qui est frappant, c'est que c'est un équipage multinational. Donc, hier, on parlait de Valérian avec cette vision d'Alpha où s'agglomèrent toutes les nations de la Terre pour un projet collectif, cosmique commun. Et dans Star Trek, c'est pas la Larsen, c'est Dan Silo qui s'amuse avec son bol. D'accord. Dans Star Trek, en fait, on a un équipage multinational. Et bon, alors même si c'est l'Américain qui commande, on voit qu'il y a M. Tcherov, qui est un Russe. Alors déjà, bon, même si c'était la détente, c'était assez inhabituel.
On a M. Sulu, qui est un asiatique. On a le lieutenant Uhura, Michelle Nichols, qui est une femme noire, qui ne joue pas un rôle de potiche. Alors, pour information, Uhura, c'est un mot swahili qui signifie liberté. Donc, c'est vraiment une vision d'une humanité qui est rassemblée dans un but commun. L'équipage, en fait, en plus, bon, bien sûr, il y a aussi l'hybride mi-homme, mi-vulcain, l'extraterrestre aux oreilles pointues, qu'à l'issue de l'épisode pilote, d'ailleurs, on voulait virer, parce qu'on disait, oulala, mais les gens du sud des États-Unis ne vont pas voir en un personnage qui ressemble au diable quelqu'un de positif. Et finalement, Roddenberry n'a pas cédé, heureusement. Et donc, on a cette communauté, en fait, parce que on a Kirk qui est un officier. Alors, c'est vrai, on se donne du monsieur, c'est hiérarchisé, mais en fait, l'autorité de Kirk, c'est plutôt une autorité bienveillante. C'est-à-dire, c'est un homme qui est reconnu pour sa compétence, il n'abuse jamais de son autorité. Dans les cas extrêmes, bien sûr, il faut prendre des décisions, mais il les prend en tant que chef responsable. Il respecte ses hommes d'équipage, chacun est à sa place, c'est très pragmatique, chacun est compétent dans son domaine et à sa place et à égalité dans cette mission d'exploration vers les systèmes M, donc humanoïdes, parce qu'on n'a pas les moyens de faire des extraterrestres à l'époque, donc ça devient humanoïde. Et donc on a cette vision quand même qui est très positive d'une humanité qui s'élance vers l'espace, qui essaie de nouer des contacts fraternels de concorde avec les nouvelles civilisations. Il y a la fameuse Prime Directive, on n'intervient pas dans le déroulement des événements d'une civilisation, on ne veut pas interférer. Donc en fait la Prime Directive, il y a deux règles, c'est 1, on n'intervient pas, et 2, oups, on est intervenu. Bon, parce que c'est un peu systématique. D'ailleurs, il y a un épisode qui est très bon, qui a inspiré donc le relaunch d'Abrams, qui s'appelle City on the Edge of Forever, qui montre en fait une interférence, non pas dans une société extraterrestre, mais une interférence temporelle dans la société du XXe siècle, où McCoy, Kirk et Spock altèrent le cours de l'histoire. Et donc, en fait, on a une démonstration de ce qui se passerait si, effectivement, ces équipages intervenaient. Faut éviter d'intervenir. C'est pas du tout, la Fédération, c'est pas du tout un empire. Et dans un épisode qui s'appelle Les Mondes Miroirs, je crois bien, c'est ça, on a une vision donc à la suite d'une interférence, en fait, Kirk se retrouve téléporté sur un Enterprise parallèle avec une fédération corrompue. Voilà, en fait, il y a une interversion, il y a des cœurs de notre univers qui se retrouvent dans le miroir, en fait, le militariste et tout ça, et réciproquement, les autres arrivent sur l'Enterprise. Et sinon, et je terminerai là-dessus, c'est la parole à mes petits camarades, si on veut voir un exemple de ce que n'est pas la Fédération, on a l'Empire Klingon dans sa première mouture, qui est un croisement en fait entre toutes les populations barbares qui annexent des planètes et qui ne respectent pas ni le droit de vie, ni l'égalité, ni quoi que ce soit. Oui, alors on reviendra sur l'aspect justement conflit militariste, etc. après, je te prépare pas, ça va être à toi. Mais avant, nous allons entendre notre officier scientifique pour relever un peu le niveau de cette table ronde. Et voilà, en fait, Star Trek ne fonctionnerait pas sans le warp drive, la téléportation, les holodecks, les communicateurs, les réplicateurs, et dans Voyager, l'Emergency Medical Hologram, qui est un personnage extraordinaire. Et donc, toute cette technologie-là, c'est basé sur la science, c'est de la science-fiction pour le coup. Alors, Monsieur Satis, est-ce que c'est crédible? Comment ça marche? Est-ce que ça marche? Faites votre choix, vous avez donné tout un... Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour moi l'intérêt de Star Trek n'est pas justement dans sa description de nouvelles technologies, mais plus dans les histoires, dans les problématiques, je sais pas moi par exemple
le statut de data, est-ce que c'est un être vivant, est-ce que c'est une machine, sur les questions de directives d'intervention, de non-intervention. Il y a un épisode fabuleux qui est Who Watches the Watchmen, où sans faire exprès, ils développent une religion sur la planète où ils adorent le Picard. Et il est extraordinaire cet épisode. Et déjà, alors sur les aspects scientifiques, à partir du moment où on veut créer comme ça une fédération de planètes, on est embêté par les lois de la physique et de la relativité. Et ça, c'est un problème qui est général à la science-fiction. C'est-à-dire, soit on fait du Star Wars et on se dit on s'en fiche, voilà, on a une approche plus fantasy, on va d'une planète à l'autre. Eux, ils avaient quand même ce problème de pouvoir concilier les voyages vers d'autres étoiles avec une certaine organisation. Alors pourquoi ça pose un problème? Parce que, vous le savez peut-être, si on voulait, je mets de côté tous les aspects, on va dire, pragmatiques, pratiques, énergétiques, coûts, etc. On va faire ce que nous autorise à faire la physique, indépendamment du coût énergétique qu'on a. Si on voulait aller vers les autres étoiles, eh bien, contrairement à ce qu'on entend, on n'a pas du tout besoin, d'ailleurs ça n'a même aucun sens dans la physique, d'aller plus vite que la lumière. Il suffit de se rapprocher de la vitesse de la lumière, et si par exemple vous pouvez raccourcir la durée d'un voyage et la rendre aussi courte que vous voulez. Si on prend l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, le système d'Alpha du Centaure, 3 étoiles qui sont à 4,2 années-lumière, qu'est-ce que ça veut dire, ces 4,2 années-lumière? Mais ça ne veut pas dire que je vais mettre un temps supérieur à 4,2 années pour y aller. Je peux y aller dans un temps aussi court que je veux. Par contre, pour ceux qui restent sur Terre, ce voyage ne peut pas durer, en tant qu'observateur, ne peut pas durer moins que 4,2 années. Mais pour moi, alors j'ai une limitation physique qui est que je vais devoir accélérer, je ne supporte pas n'importe quelle accélération. Donc si j'accélère à 1G, je vais aller assez vite à des vitesses relativistes, et puis après je vais devoir décélérer, mais je peux en théorie réduire, et en particulier, la relativité ouvre les portes non seulement des étoiles les plus proches, mais même des autres galaxies. Il faut savoir qu'un photon qui n'a pas de masse, un voyage n'a pas de durée. Donc en fait, on peut tendre asymptotiquement vers une durée aussi courte qu'on veut. Par contre, on découple le temps des voyageurs du temps, c'est le problème des voyageurs de l'enfer, du temps de ceux qui restent. Donc si je reviens après avoir visité la galaxie d'Andromède, ici on sera quelques milliers, centaines de milliers, millions d'années plus tard. Donc ça pose bien sûr un problème d'organisation autour d'une fédération de planètes. Si je vais à cette planète-là, que l'autre vaisseau de Starfleet va à cet endroit et qu'après on veut discuter, on ne peut pas imaginer ça. Donc ils ont trouvé une pirouette qui est pas mal en fait. L'idée étant, bien sûr, parce qu'on peut toujours dire, il y a la physique qu'on connaît et puis il y a ce qu'on ne connaît pas et qui est peut-être dans les... Voilà, le diable se cache ou l'optimisme dans les détails, et peut-être qu'en développant telle théorie qu'aujourd'hui est une zone d'ombre, peut-être qu'on ouvrira la porte à des choses complètement différentes. Très bien, tant mieux, c'est pour ça que la science-fiction est là. Donc là, ils ont imaginé qu'en fait, on pouvait mettre globalement les vaisseaux dans une bulle d'espace-temps, à l'intérieur de laquelle le vaisseau ne se déplace pas, donc il n'y a pas de problème d'accélération, le vaisseau est immobile dans cette bulle, sauf s'il est en mode impulse, qui est la propulsion classique. Et là, on déplace cette bulle en changeant la topographie de l'espace-temps, et celle-là, on la déplace en fait de la façon dont vous avez l'habitude de gérer les vitesses. C'est-à-dire que si vous allez à 50 fois la vitesse de la lumière, si vous allez à 50 années-lumière, ça vous prendra un an, mais vous pouvez aller plus vite. Voilà, c'est le système des warps. Donc voilà, ça c'est une pirouette, on va dire, qui se tient, qui a une certaine cohérence, et alors ils peuvent utiliser cette espèce de sous-espace, le subspace, pour avoir leur communication, donc ils peuvent aussi communiquer en temps réel à tout moment. C'est une pirouette, je dirais, sans laquelle ce serait très difficile d'imaginer une quelconque cohésion galactique, et d'ailleurs, il y a assez peu d'œuvres de science-fiction qui essaient d'imaginer ces relations ou la colonisation d'une galaxie en respectant, je dirais, les lois de la physique qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a, je pense Vernorville a fait des choses comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que ça devient des contraintes extrêmement difficiles d'imaginer de la SF. Ouais, ce que vous venez de décrire, oui, c'est typiquement le warp drive. Non, ça veut dire tord. Alors, on tord l'espace en fait pour assurer un déplacement plus rapide vu de l'extérieur que la lumière. Mais pas si rapide que ça finalement. Parce que certains se limitent. En fait, ça a beau être c'est de la SF, on va dans les étoiles et tout, mais on se limite à notre galaxie. Il y a peut-être un épisode où ils vont sur les frontières, ils commencent à sortir, mais ça se limite à la Voie lactée. Il y a un ou deux épisodes où ils vont plus loin, mais c'est pas de leur fait, c'est
Alors, du fait d'autres. oui, mais ils restent dans la Voie lactée. Ils sont catapultés à 70 000 années-lumière, mais toujours dans la. Non, dans un épisode, ils les envoient à l'heure du cosmos, ils sortent de leur galaxie. Ouais, j'ai vu il y a pas longtemps. Bon, ok, nickel. Et du coup, ils en sont effarés, ils sont là. Où sommes-nous? Ok. C'est ça. C'est Star Trek. Alors, un aspect essentiel de Star Trek et optimiste aussi, c'est l'aspect. Donc, on a vu avec André Woodcock pas de conflit dans l'équipage, mais on peut même aller plus loin. On peut dire pas de conflit, autant aussi peu de conflit possible avec les autres espèces. C'est pour moi ça. Oui, je continue si tu veux. Oui, c'est une des grandes caractéristiques de la série. Il n'y a pas de vrai gros méchant. Les personnages antagonistes, c'est qu'ils ont leur propre logique, mais ils n'ont pas de volonté de faire le mal comme on peut le trouver dans d'autres. Je veux dire, les Sith, c'est des méchants, point, dans Star Wars. Là, dans Star Trek, Q, c'est un farceur qui a sa propre logique, mais il n'est pas méchant. Il aide les humains à évoluer. Et je n'ai pas de souvenir d'un épisode où il y a un vrai méchant, quelqu'un de taré. Si, peut-être. Les Romuliens ne sont pas super les Romuliens, ils sont logiques avec eux-mêmes. C'est un système dictatorial. En tant que société, mais dans certains épisodes, il y en a par exemple où ils ont un vaisseau qui est sauvé de l'explosion par l'Enterprise. Mais comme en réparant leur vaisseau, les gens de l'Enterprise ont vu quelques technologies, ils créent une vague, ils placent une bombe dans l'Enterprise pour qu'après, ils les ont sauvés. C'est pas très sympa. Il y a d'autres épisodes où ils commencent à établir des relations avec les Romuliens. C'est vrai qu'ils ne s'arrêtent pas à ça. Voilà. Au-delà de ces épisodes plutôt. Je reviens sur un sujet, sur un point dont j'avais parlé tout à l'heure, à propos de l'utopie. Bon, ça marche pour les humains, l'évolution, on n'a plus d'ego. Par contre, on se demande, alors ça c'est peut-être je ne sais pas si c'est une volonté des scénaristes ou une erreur, mais les Klingons, la façon dont ils agissent est clairement complètement différente de l'utopie telle qu'on la voit chez les humains. Donc, eux ont gardé leur ego, ils ont gardé leur violence, on se demande comment ils ont pu survivre jusque-là. Mais c'est une parenthèse. Chaque espèce a ses caractéristiques en fait. Et ça c'est un des inconvénients de la SF aussi, on a tendance à standardiser, à mettre des étiquettes, on a les un tel qui font comme ça, les un tel qui font comme ça, c'est une forme de racisme finalement. Mais on se rend compte dans les épisodes de Star Trek, c'est un fil des séries, que c'est pas aussi clair que ça. Les Klingons ne sont pas forcément, ils sont pas méchants, les Cardassiens non plus, les Romuliens non plus, ils ont leur... il y a des gentils et des méchants en toutes les espèces. Oui, enfin c'est vrai que les Klingons, quand ils massacrent pas les gens, quand ils s'entre-massacrent pas, ils sont plutôt sympas. Non, mais dans la série d'origine, ils sont plutôt antagonistes qu'opposés, quoi. Il y a du bisbille, mais c'est pas, ils se tapent pas sur la tronche. Dans la série d'origine, les Klingons, c'est quand même un empire impérialiste. C'est l'image de ce que n'est pas la Fédération, c'est-à-dire véritablement des conquérants. Bon, alors ensuite on a développé un petit peu plus cet aspect-là. On en a fait en quelque sorte des espèces de races hybrides parce que quand on a réalisé le premier film, on voyait apparaître des Klingons qui étaient les premières victimes de Vidger. Et ils avaient un look assez impressionnant. Entre parenthèses, il paraît que les armures, c'était parce que les producteurs voulaient imiter les Cylons de Galactica. Et donc les fans avaient envie de revoir ces personnages. Et effectivement, on les a revus comme des antagonistes. C'est-à-dire c'est quand même une race qui vénère surtout l'aspect martial. Enfin, quand tu regardes les films, c'est tous des brutes, quoi. C'est pour eux, il y a c'est la virilité, c'est la guerre, c'est la trahison. Donc c'est vrai que Franck avait lâché avant, à partir de l'épisode 4, là, qui est le film, le quatrième film, qui est le film entre parenthèses le plus sympa à mon avis de la franchise. Non mais la franchise, après le 4, tu veux dire. Voilà. Parce que le 5, oui, il était assez catastrophique. Celui de Chapelain, le 5. Voilà. Et le 6, quand même, qui était terre inconnue, en fait, présente les Klingons comme étant l'Union soviétique. Voilà. C'est l'Union soviétique de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a eu une catastrophe planétaire, c'est l'étoile qui leur fournissait de l'énergie qui a explosé, comme Tchernobyl en 86, et du coup ils s'ouvrent vers la Fédération, parce qu'ils n'ont pas le choix.
Mais bien sûr, il y a des complots et puis il y a des gens parmi les Klingons qui ne veulent pas de cette ouverture. Donc c'est vrai que eux, c'est des vrais méchants authentiques, les Klingons, hein, faut pas s'y fier. Non, ça évolue au fil des séries. Par exemple, Il faut regarder Next Gen enfant. Voilà. Je vais en parler. Ah oui, dans Next Generation, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a un Klingon dans l'équipage. Il est responsable de la sécurité. Le personnage se développe. Enfin, Il n'est pas hybride. Non, non. Où il a été recueilli. Où il est. Wow. Non, il n'est pas hybride, il est Klingon, mais il est élevé par les humains. Voilà. Mais c'est un Klingon. Mais même, enfin, les relations se développent ensuite avec les Klingons. Il y a un échange d'équipage, c'est assez drôle. Donc on a William Riker qui est le premier officier de l'Enterprise qui va passer, il va faire son stage chez les Klingons. Pas le biseautage. Voilà. Non, mais finalement ça se passe bien. Et ils finissent parfaitement alliés à la Fédération et ça devient des gens certes brutaux, mais respectables et responsables. Mais je crois aussi qu'il a besoin de chercher une cohérence absolue entre toutes les périodes où on a écrit les épisodes. Il y a eu des périodes, clairement, je crois que les Klingons étaient les affreux méchants, il suffit de voir même dans les premiers films, même après la série. C'est pas pour autant qu'après, justement, les auteurs ne se sont pas mis au défi de remettre ça un peu en question et de relativiser ça. Et je pense qu'il y a forcément des petites incohérences, mais ils ont fait plutôt un bon boulot. Mais je pense qu'essayer de tout, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire dans les années 60 ou qu'on n'envisageait pas forcément de faire, qui ont pu être écrites plus tard, qui ont pu être développées. Et notamment, voilà, le fait de reprendre des espèces belliqueuses et puis de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est vrai qu'à la limite, même, je trouve ça un peu. Ils auraient pu. Le fait d'avoir fait de Worf, c'est ça Worf. Ouais, un Klingon élevé par les humains, du coup, ça allège un peu le propos. On a un peu l'impression que c'est parce qu'il a été élevé par les humains qu'il s'intègre bien. Ça, c'est presque un peu dommage, justement. C'est peut-être avoir raté de franchir le pas, d'intégrer l'altérité à l'équipage. Mais quelque part, ça montre aussi que les Klingons peuvent s'adapter. Finalement, c'est pas génétiquement des créatures. Mais ça, c'est aussi une des faiblesses de la série. C'est-à-dire, une des raisons pour lesquelles beaucoup ont du mal avec Star Trek, c'est que parce que tous les extraterrestres sont juste des gens avec des fronts et des oreilles différents. Oui. Ce qui sont bien sûr des limitations de production, mais ça va au-delà de ça, puisqu'il s'hybride un peu. Vas-y que lui, c'est le fils d'un Romulien et d'un humain, etc. Alors, ils trouvent parfois dans les scénarios des explications qu'en fait ce sont des espèces qui se sont séparées à une époque. Mais je veux dire, à la base, ce sont des limitations de production, mais qui font qu'en fait, oui, ça changera peut-être si Star Trek continue et que les effets spéciaux deviennent très accessibles, on aura peut-être effectivement un membre d'équipage qui sera un tas de gélatine. Oui. On verra. Oui, alors, c'est le cas. Dans The Orville, vous avez souvent une sorte de changeling qui est un tas de gélatine dans un passage. Dans The Orville, c'est une série qui vient de sortir, qui ressemble beaucoup, qui s'inspire de Star Trek sans être Star Trek, mais qui a une vocation humoristique. DS9, on a un métamorphe. Il y a un métamorphe. Qui en forme, enfin quand il se repose, c'est un tas de gélatine aussi. Ouais, mais par exemple, il se régénère. L'aspect humain aussi, oui, juste pour ramener ma science. Il y a une remarque faite par Roland Lehoucq, qui est quelqu'un qui fait pas mal la passerelle entre la science et la science-fiction. Donc si vous n'avez pas lu ses livres, précipitez-vous dessus, vous allez de ma part. Une autre raison, oui, au-delà des raisons pratiques, effectivement, d'avoir des humains pour jouer les extraterrestres, c'est notre capacité à nous identifier ou à identifier les émotions, en fait. Donc pour reconnaître la dramaturgie, ça repose beaucoup sur les émotions, puisque c'est du visuel, c'est des images. Et comme il le fait remarquer, si vous avez un extraterrestre qui a une boule de poil et qui roule, c'est difficile de dire s'il est en colère, s'il est joyeux ou ce que vous voulez, quoi. Alors que quelqu'un... S'il roule... Voilà, s'il roule, qu'est-ce que vous voulez en tirer, quoi. Ouais. Donc, bon, voilà, fin de ce point-là. Non, mais c'était juste pour dire aussi, faut voir qu'on parle d'une série qui a été créée dans les années 60 par Gene Roddenberry avec une certaine optique, et que ensuite, cette série s'est interrompue, il y a eu une série de dessins animés, puis il y a eu les films, et donc à chaque fois il y a eu des scénaristes qui sont arrivés, qui ont enrichi, développé, orienté différemment la franchise. Par exemple dans Enterprise, la série Star Trek Enterprise, eh bien quand même quelque part on voit que les Vulcains sont moyennement ravis que les humains commencent à s'élever dans l'espace, et les Vulcains sont un petit peu fauchetons dans les premiers épisodes, hein. Et on sent bien que
quelque part, moi je pense à un épisode en particulier où eh bien, en fait on se rend compte qu'ils sont en train de brider les humains parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils deviennent une grande puissance galactique. Alors bien sûr c'est parce que nous on est dominés par nos passions, hein, mais bon, quand on voit leurs cousins romuliens, bon... Mais je pense même qu'il y a des épisodes de Star Trek où ils mettent le doigt sur le fait que Starfleet pourrait très bien partir dans des gouvernances beaucoup plus autoritaires, et il y a toujours cette vigilance-là, et donc je pense pas, enfin, c'est peut-être plus rare dans la série, mais il y a ce risque qui n'est pas spécifique, on va dire, au Romulien, au Borg, enfin voilà, les Borg c'est à part, c'est presque un bug dans l'univers, mais ouais, il y a des épisodes où il y a des complots dans Starfleet, il pourrait y avoir des revirements. Et d'ailleurs, beaucoup d'épisodes liant les autorités de Starfleet avec l'Enterprise, je parle de Next Gen, sont assez souvent, enfin je n'ai même pas de contre-exemple en tête, Starfleet est là pour imposer des choses, pour voir, ils sont tendus. Hein. Il n'y a pas de sagesse immanente de la hiérarchie. Là. C'est vraiment on est limite bureaucratie. L'amirauté badine pas. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est pas proprement parlé une organisation militaire. Les vaisseaux Enterprise et compagnie ne sont pas vraiment des vaisseaux de guerre. Ça marche toujours, c'est ça? C'est des vaisseaux d'exploration, mais ils sont armés quand même. Hein. Bah, comme les bateaux du XVIIIe siècle, comme les grands envoyés au bout du monde. Ouais. Il y a même des familles dans TNG, etc., ce qui est très bizarre d'ailleurs. Oui. Dont l'insupportable Wesley Crusher. Je l'ai dit. Mais bon, quand tu regardes les films, notamment les derniers que Franck n'aime pas, oui, tant pis, je les aimerais pour vous trois. Pourquoi quand tu regardes par exemple le deuxième film réalisé par Abrams, tu te rends compte que Starfleet non seulement n'a pas les mains très très propres, hein, mais en plus a beaucoup de cadavres dans le placard, hein, notamment en ce qui concerne l'amélioration entre guillemets de certaines personnes et leur utilisation. Hein. Enfin, j'en dis pas trop pour pas spoiler ceux qui malgré tout voudront voir le film. Mais le nombre de gens qui l'ont vu, ça ne changera pas grand-chose. Hein. C'est des succès planétaires. Hein. Bon. Tout le monde perd son temps. Voilà. Mais sinon, on pourrait peut-être aussi voir l'aspect de la téléportation, parce que là, le scientifique pourrait nous dire quelque chose. Oui. Alors, oui, la téléportation, ça fait partie des choses qui sont arrivées là, comme vous l'aviez dit, pour des questions de budget. Et c'est peut-être une des choses qui crée les plus grosses incohérences, effectivement, dans la série, puisque le principe tel qu'on peut l'imaginer de la téléportation, et tel que je crois que c'est plus ou moins expliqué, il n'y a pas beaucoup de détails dans la série, mais grosso modo on vous détruit, donc vous mourrez. Vous êtes désintégré. Mais on a toute l'information sur le détail de votre structure, chimique, mais aussi tous les agencements synaptiques, ce que vous voulez, donc on a votre conscience mémorisée, et vous, à distance, on recrée tous les éléments chimiques qui vous composent, toute la structure, et vous repartez, pouf, instantanément. Mais ça, bon, outre bien sûr, imaginez l'énergie qu'il faudrait pour recréer des éléments à partir de rien, etc. Mais ça, c'est à la limite un problème un peu pragmatique. Mais s'ils étaient capables de faire ça, ça veut dire que vous êtes immortel, puisque cette information, vous pouvez la stocker, ils ont des réplicateurs, et vous pourriez réapparaître, on pourrait vous faire réapparaître là, mais on pourrait vous dédoubler, vous démultiplier. Or, ils disent bien qu'ils sont très loin de ça, et ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas tout répliquer avec les réplicateurs, ils sont pas... On dirait, ils n'ont pas atteint le summum de ce qu'on peut imaginer du point de vue de la technologie. Ils disent souvent, quand ils rencontrent d'autres espèces, ils leur demandent est-ce que vous êtes immortel, ils disent non, on vieillit, on ne sait pas tout soigner, voilà. Et ça, c'est une contradiction. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut un petit peu accepter. C'est par contre bien intégré dans les histoires, c'est-à-dire que cette téléportation, elle a quand même des super ressorts dramatiques. Et ouais, c'est pas que j'apparais dans ce vaisseau, je vole le vaisseau au Klingon dans les films, c'est pas mal fait, si c'est dans le 3, c'est pas trop mal. Enfin, en termes d'utilisation dramatique, c'est assez génial. Après, faut pas trop parler de celui aller... qui reste coincé dans la mémoire tampon du... Ouais, voilà, il y a... pendant 70 ans. Voilà, mais voilà, donc c'est toujours superbement utilisé d'un point de vue dramatique,
faut pas trop aller fouiller dans une explication trop scientifique de ça. Enfin, d'un autre côté, ça veut dire que pendant des années, on a suivi les aventures de Duplicata. Parce que moi, le truc qui me bloque un petit peu, c'est bon, on peut reproduire toutes les informations biologiques de l'individu, mais la conscience, comment on arrive à la reproduire? C'est ça, quoi. C'est une vision matérialiste, c'est-à-dire que si vous avez le schéma, vous avez la conscience. Ce qui est peut-être tout à fait vrai, hein, mais c'est vrai, on est dans des réplications sans erreur du tout, hein, parce qu'on peut imaginer, par contre, la conscience est sensible probablement à la moindre erreur. Donc, avec une capacité à guérir, évidemment. Ça veut dire qu'on peut éjecter tout élément, tout corps étranger qui n'était pas dans le... Et dans les ça données veut dire qu'on pourrait... Alors, est-ce que, moi j'ai pas vu tous les épisodes, est-ce qu'il y en a où ils se téléportent à plusieurs endroits? Comme l'ombre jaune dans Bandoura? Oui. Oui, comme le disait Francel 6, le téléporteur donne lieu à un certain nombre de scénarios où on montre ses limites, ce qu'il peut se produire avec. On a la duplication, le dédoublement d'individus par exemple, ou au contraire le regroupement de deux individus en un, ou une mauvaise transmission. Il y a un personnage qui contient un symbionte en fait, donc lui il ne se téléporte pas, il voyage qu'en navette, justement parce qu'il a peur que la téléportation ne soit pas fidèle. On a un épisode où un personnage reste dans le pattern buffer en fait pendant 70 ans en fait, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est clairement dit, enfin dans tous les épisodes, oui, les gens sont... Le pattern est copié, c'est dit dans les dialogues et tout, il est copié et ensuite restauré. Parfois il y a du mal, le type qui pousse les 3 manettes, là, selon la même, etc. Voilà, il apparaît, et des fois, il y a des problèmes de transmission, quand parfois sur certaines atmosphères ça passe mal et tout, donc ça c'est presque réaliste. Donc parfois on envoie la navette parce que la téléportation ne marchait pas, il y a trop d'interférences. Donc, Et puis dans le premier film, il y a un accident de téléportation où en fait on les a reconstitués, mais pas dans le bon ordre et ils n'ont pas survécu longtemps. comme dans Galaxy quoi. Cette scène m'avait, comme je le disais, je l'ai vu très enfant, et cette scène de la téléportation ratée, où l'officier scientifique, on le voit un petit peu, en tout cas dans mon souvenir, on le voit se tordre, crier, hurler et disparaître. Et c'est ça d'ailleurs qui leur fait, qu'ils font venir Spock à la place, parce que c'était un œuf. Ça m'avait traumatisé quoi. Ouais, c'est Spock qui a des trafiqués de téléporteurs en fait pour être pour faire partie de l'équipage. Oui, ils sont sournois les. Oui, c'est assez pauvre. Il n'avait déjà rien que la tronche. Ouais, il avait soudé les Antilles, il avait offert quelques bouteilles de whisky à Scotty. Ensuite, quand on a vu la mouche, ça allait beaucoup mieux. Quoi. On était rassurés. Bon, mais c'était un petit peu cette idée de téléporteur. Ah ben on a toutes les molécules, mais elles ne sont pas dans le bon ordre. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Alors il y a un autre truc aussi, moi dans Star Trek, et là je fais appel aussi à l'astrophysicien, c'est qu'ils ont tous la gravitation artificielle. Et c'est vrai que... Et dans le bon sens, enfin dans le même sens. Enfin, dans Star Trek Enterprise, quand même, ils montrent certaines séquences où il y a des gens qui se baladent au plafond, donc la gravité en fait est altérée. Mais c'est vrai que là, on a des gens qui ont la gravité artificielle et il me semble bien que physiquement, il faudrait produire quelque chose, enfin une rotation d'une partie du vaisseau pour recréer cette gravitation, non? Ouais, c'est une question que je me pose souvent quand je vois les épisodes. Il y a peut-être l'explication ailleurs. Il me semble qu'ils maîtrisent d'une certaine façon la gravité. Et ce qu'on retrouve souvent dans la science-fiction, parce que c'est vrai que la gravité c'est un gros problème aussi une grosse limitation que nous impose la physique à franchir. Effectivement, c'est pareil, c'est aussi... ça a toujours été vrai. Dans tous les films, on marche, voilà, parce que c'est très difficile de faire ça. Récemment, il y a eu des progrès de fait, notamment la Gravity, etc., ou différents films où on arrive à bien simuler même l'absence de gravité. On peut faire des choses, hein, dans certains films, ils font des choses géniales, ils accrochent les gens à des ballons d'hélium, juste pour les rendre un peu plus légers. Ils avaient fait ça dans la série coproduite par Tom Hanks sur l'exploration de la Lune, qui n'est pas une série de science-fiction, mais ils voulaient vraiment que les mouvements sur la Lune soient réalistes, et donc dans les studios, ils les avaient accrochés à des ballons d'hélium pour qu'ils soient un petit peu tirés vers le haut et que leurs mouvements soient plus amples. Mais pour en revenir à Star Trek, effectivement, c'est sûr que c'est pas la structure du vaisseau, c'est pas des rotations comme dans 2001 Odyssée de l'espace ou des choses comme ça. Il y a quelque chose d'autre
qui fait. Alors, est-ce qu'on met ça de côté et ils n'y ont pas considéré? Mais il me semble que parfois ils utilisent des trucs qu'ils appellent des antigraves ou des choses comme ça. Mais j'en sais pas plus. Ce qui est vrai par contre, c'est que quelle que soit la planète ou l'astéroïde où ils vont, c'est toujours un 1G. Pareil, mais bon, ça, on le fait avec ce qu'on a. Et ça, c'est vrai dans toute la SF. Oui, contrainte de C'est production. vrai dans. Oui, contrainte de production, quoi, comme pour les visages. Oui, on peut. Si j'ai une question pour Franck également, un autre aspect un peu anecdotique mais scientifique de la série, qui n'est pas du tout scientifique je suppose, c'est tout ce qui est champ de force. Raise shields. Ouais. Oui, d'une part pour protéger le vaisseau, mais également à l'intérieur du vaisseau, quand il y a une brèche, on colle un champ de force dessus, ça maintient. Ouais, c'est une bonne question, j'ai pas trop réfléchi à ça. J'ai envie de dire moi que une des forces dans Star Trek, c'est que quand ils ont alors en particulier dans Next Gen, qui est celle que je connais, quand ils ont des discussions d'ingénierie, de technologie, on sait pas de quoi ils parlent, mais pour un scientifique, ça sonne vrai. Je veux dire par là que parfois il y a des films où c'est pas possible, ils auraient pu faire lire ça à quelqu'un, c'est du charabia. Dans la première série, la série originale, c'est à pleurer de rire quand ils parlent de, enfin pas tous, mais certains. Dans Next Gen, quand il y a La Forge qui discute, il y a dans leur il y a une forme de cohérence, il y a un parler, quand ils parlent de fréquence, il y a une forme de cohérence très impressionnante pour moi, je trouve, et notamment quand ils parlent des champs de force, etc. Après, quelle est la nature de ces champs de force pour eux? Est-ce que c'est électromagnétique? À partir du moment où ils maîtrisent la gravité, on peut imaginer beaucoup de choses. J'avoue que je ne me suis pas trop posé la question, mais pareil, à nouveau, le ressort dramatique de ces boucliers est assez bien exploité. Ben, moi, c'est pour revenir un petit peu sur la gravité, parce que c'est vrai que bon, il y a une commodité effectivement à filmer des gens dans un espace où il y a une gravité, mais il y a aussi quand même les effets physiologiques de la gravité sur le corps humain, parce qu'on n'est quand même pas taillé pour voyager dans l'espace. S'il n'y a pas de gravité, il me semble qu'il y a des effets. Enfin, les astronautes. Oui. S'il n'y a pas d'air, on est mal. Oui. Oui, non, alors bien sûr, ça c'est un des gros problèmes des séjours sans gravité ou en gravité faible. C'est pour ça que les spationautes font des séjours longs en ce moment. C'est pour ça qu'on laisse des gens comme Thomas Pesquet longtemps. Ce sont des cobayes biologiques. Ils ont beau faire un petit peu de vélo, des choses comme ça. Il y a des fontes musculaires, il y a des choses qui sont assez irréversibles, notamment au niveau des yeux. C'est un vrai problème. Des déformations de l'œil qui ont du mal à se remettre en forme. C'est un vrai problème, c'est un des gros champs d'investigation. Après, donc une des solutions, bien sûr, c'est la rotation, puisque les accélérations et la gravité, ça a les mêmes effets. Donc par exemple, pour les voyages sur Mars, une des choses qui était envisagée, c'est d'avoir deux vaisseaux accrochés l'un à l'autre par un câble et de les faire tourner autour du centre de masse. Bien sûr, il faut imaginer les vaisseaux de façon à ce qu'ils soient habitables. Voilà, il faut penser la physionomie de ça. Vous avez aussi ça qui est assez bien. Faire attention à la force de Coriolis, je sais pas comment il gère ce truc-là. Non, pas Coriolis, parce que pour avoir une force de Coriolis, il faut des choses de très très grande dimension. Mais par contre, c'est la force centrifuge. Et alors, c'est bien, il y a un film, je sais pas si vous l'avez vu, qui est. Comment il s'appelle? Europa, c'est un vaisseau qui va sur le satellite de Jupiter. Donc c'est pareil, ils ont un vaisseau avec un axe et des chambres d'habitation, enfin, et ça tourne. Et donc quand ils se déplacent de l'une à l'autre, en fait, la gravité qui est optimale à l'extérieur, dans les modules de vie extérieurs, quand on se déplace, elle diminue, et quand vous êtes au centre, vous êtes en apesanteur. Et ça, c'est bien rendu dans le film, et c'est des choses qui sont effectivement envisagées. Dans Star Trek, c'est pas abordé. Il me semble qu'il y a des éléments de dialogue qui laissent penser, qui maîtrisent la gravité, c'est-à-dire qu'ils peuvent compenser des accélérations et compenser des champs de gravitation. Oui. Mais si c'était le cas, quand tout leur système tombe à plat, comme ça leur arrive quand même un épisode sur 3 ou 4, dans ce cas-là, ils devraient avoir des soucis. Mais voilà, ça fait partie des petites choses. Je ne regarde pas. Je crois bien qu'il y a des épisodes où il y a un dérèglement de l'intelligence artificielle, mais je ne me souviens pas de Il y a un autre aspect aussi, c'est le fait quand même que ces gens voyagent pendant très longtemps dans un espace confiné. Alors il me semble que dans Star Trek Next Gen, il y a une solution, c'est qu'ils peuvent s'évader dans un univers virtuel. Alors l'holodeck. Mais il y a aussi, dans le fameux holodeck, mais il y a aussi quand même le fait qu'on voyage confiné
pendant des années, je crois que c'est dans le premier Star Trek, il disait combien c'était 5 ans 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans l'exploration. Et à part ceux qui étaient téléportés pour des missions d'exploration, donc, et puis comme tu le disais, en arrivant comme ça, ils se téléportent, youpi, on est en pyjama sur une nouvelle planète, alors on apporte nos microbes, on ne sait pas quel microbe on va rencontrer, tout ça bien sûr ça enchante le planétologue, mais il y a aussi le fait que vivre confiné, comment ils font pour pas devenir fou. Enfin, il y a bien un épisode qui s'appelle l'équipage en folie. Il y a des épisodes où ils font relâche. Donc, oui, mais c'est pas le sujet. Oui, voilà, après, oui, dans Next Gen, ils ont des voyages plus courts, ils vont dans des bases, ils vont sur des planètes, etc. Mais c'est vrai que. Il y a le holodeck, quoi, qui. Mais ça, c'est vrai, c'est des vraies questions, même pour un voyage pour Mars, où on s'interroge sur. Quand vous allez en orbite autour de la Terre ou sur la Lune, vous voyez la Terre, vous voyez les continents, vous voyez votre maison. Quand vous commencez à faire un voyage vers Mars, cette sphère devient un point que vous finissez par ne plus bien repérer dans le ciel, et ça, personne ne l'a jamais vécu. On ne sait pas ce que ça fait à la psychologie humaine. Que par l'équipage de Christophe Colomb, mais... Exactement, oui, tout à fait, bien sûr, c'est une bonne analogie, même peut-être plus vertigineux encore pour eux que le voyage sur Mars pour nous, parce que quand on a pu vivre et qu'on sait qu'on ne peut plus revenir, il y a des décisions assez ardues à prendre. Non, mais c'est une superbe analogie. Ok, on va revenir, on a presque fini, comme on a commencé en retard, on va terminer en retard aussi. Midi 15, ça vous va? Midi 30, vous avez des contraintes à midi? Non, on dit encore 10 minutes. On peut remonter le temps. Encore, ouais. Alors, en fait, il y a 2 points que j'aimerais aborder encore, voilà. L'aspect, on parlait de Starfleet, l'aspect non violent. Il y a une race qui pour elle, l'économie c'est tout, c'est les Ferengi. Donc ils apparaissent dans Next Generation, ils ont l'air d'être vraiment des mecs pas sympas du tout, et on les découvre beaucoup mieux dans Deep Space Nine. Oui, c'est vrai qu'au début, le premier épisode de Next Gen, on les voit, c'est un antagoniste, des personnages antagonistes comme les autres, on trouve sur les planètes. Oui, c'est plus tape dessus avec l'équipage. En fait, c'est des. Une fois que la race est développée, les personnages se sont développés, ce sont des commerçants avisés, avides, et en fait très très marrants. Après, plusieurs personnages évoluent plus ou moins, le personnage de Quark, qui est le tenancier du bar dans Deep Space Nine, Deep Space Nine, qui a dire ça. C'est Babylon 5, mais dans Star Trek. Voilà. Non, Babylon 5. Commence comme un personnage assez, j'allais dire caricatural, puis finalement il évolue quand même, il acquiert une profondeur et presque une humanité vers la fin qui fait que ça devient quasiment un des héros de la résistance. Oui. Alors, il y a un truc sympa chez les Ferengi, qui sont les marchands, c'est les règles de l'acquisition. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler des règles de l'acquisition. C'est 285 maximes qui règlent leur vie, et qui sont un peu, c'est leur 10 commandements, leurs 285 commandements. Et tout est centré autour du profit et de l'acquisition du profit, les règles de l'acquisition. Alors je les ai sorties, on les trouve sur internet assez facilement. Peut-être en dire quelques-unes, c'est assez rigolo. Keep your ears open. Alors pourquoi ears open? Garde tes oreilles grandes ouvertes. Les Ferengi ont la caractéristique d'avoir d'énormes oreilles. Si on veut faire plaisir à un Ferengi, il faut lui caresser les oreilles. Ça n'a rien à voir avec l'argent, mais ça me paraissait intéressant de vous en parler. Un contrat est un contrat, mais entre Ferengi seulement. The contract is a contract, but only between Ferengis. Ça vous donne une idée de la relation qu'ils ont avec les espèces différentes, voilà. Never place friendship above profit. Profit d'abord, l'amitié vient ensuite. Nothing is more important than your health, except for your money. Ça va être pas mal aussi. There is nothing more dangerous than an honest businessman. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un businessman honnête. Voilà, il y en a plein, 285, c'est tout à hurler de rire, et pas mal font partie des ressorts. On les trouve un peu partout dans Deep Space Nine, alors elles n'y sont pas toutes,
Mais c'est des ressorts assez sympas dans les épisodes mettant en scène des Ferengi. T'es sûr que c'est pas les règles de Wall Street, ça? Oui. Simplement. Oui. Quoi donc? C'est un peu les capitalismes, ça l'extrême. C'est du capitalisme. Ce sont les. Ok, on va presque finir, alors juste avant la fin. Les marchands de Dieu est un On va se faire un petit tour de table, là Il y avait un petit truc là concernant le commerce. Il y avait un petit truc parce qu'on dit les unités monétaires avaient disparu. Mais on voit bien apparaître un personnage de commerçant dans la première saison, c'est celui qui fourgue les tribunes à l'équipage. Les Tribbles. Voilà. Et donc, alors, c'est vrai que c'est marrant parce que les Tribbles, c'est un épisode culte parce qu'en fait, c'est des espèces de petites boules de poils qui se reproduisent. Et au bout d'un moment, les gens de l'équipage en ont partout. Et c'est un épisode qui est assez drôle. Mais quelque part, ça introduit aussi une problématique parce qu'on parle d'introduction d'espèces vivantes dans un milieu où elles n'ont pas l'habitude d'évoluer, elles n'ont pas de prédateurs finalement, et elles se développent. Et ça, c'est un aspect qu'on a rencontré, par exemple, lorsque nous, Européens, on a exploré le monde et qu'on a découvert l'Australie. On est arrivé avec nos espèces animales, notamment les lapins, qui se sont développés jusqu'à devenir un véritable problème pour les écosystèmes. Et en Nouvelle-Zélande, quand vous débarquez maintenant, si vous arrivez avec un animal, il y a tout de suite une quarantaine. Et c'est vrai que c'est un aspect quand même qui est assez intéressant parce qu'indirectement, ça veut dire que vous introduisez une espèce extraterrestre dans un milieu qui n'est pas son milieu, vous pouvez avoir des surprises. Oui. Et d'ailleurs, c'est un épisode donc, de la première série avec les Klingons, qui sont antagonistes pour le coup. Et le bon tour que joue Kirk justement au Klingon, c'est de leur bazarder tous les Tribbles en fait dans leur vaisseau. En fait, et ça c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, il y a une référence à cet épisode dans Next Gen, je crois, où ils reviennent. En fait, juste pour commenter, dans l'exploration du système solaire, ça c'est un équivalent qu'on appelle la protection planétaire. Donc le CNES par exemple, ou la NASA, le CNES est un bureau, une équipe dont je fais partie qui gère la protection planétaire, qui consiste à ne pas contaminer les planètes qu'on explore. Et ça, c'est basé sur des choses moins claires, moins scientifiques, mais aussi mettre en quarantaine tout ce qui nous vient de l'extérieur. Pourquoi je dis c'est moins clair? Parce que de toute façon, on se prend des tonnes et des tonnes de trucs sur la tête qui viennent de l'espace tous les ans, notamment des météorites martiennes, lunaires, etc. Mais néanmoins, si vous ramenez un bout de comète, un bout de Mars, ça doit être mis dans des quarantaines extrêmement sécurisées. Et quand on envoie une sonde sur Mars, on doit stériliser ces sondes-là autant qu'on le peut, parfois on n'y arrive pas. Et il y a des zones d'exploration de Mars, des zones sur Mars qui sont interdites à l'exploration actuellement, et qui sont les zones où on pense qu'il pourrait y avoir parfois un tout petit peu de liquide ou un peu de liquide dans le sous-sol, et ces zones-là sont interdites, sont les plus intéressantes à l'exploration, mais comme on n'a pas trouvé moyen de ne pas contaminer ces zones-là, pour l'instant elles sont interdites. C'est juste l'équivalent un petit peu de ce La sonde là qu'on a envoyée photographier les satellites de Saturne, on a précipité sa destruction en précisant bien que c'était dans une zone justement où les débris ne risquaient pas de contaminer une planète ou une lune. Oui, on parle de l'hypothèse que, parce que bon, c'est lié à la biologie, tout ça, on parle de l'hypothèse que Saturne n'est pas un monde habité, peut-être qu'on a tort, hein, si on imagine les flotteurs de Carl Sagan ou des choses comme ça. Après, il faut se rendre compte de l'énergie que représente cet impact de la sonde Cassini sur Saturne. Je pense qu'il n'en restera pas grand-chose. Mais néanmoins, c'est vrai que je pense qu'on part d'un a priori que, en faisant ça, on a contaminé de la même façon qu'on a laissé des objets sur une comète récemment. On a percuté des astéroïdes. On est avec cette prime directive, mais on la viole allègrement, donc on est vraiment Et la périphérie de la Terre. Et la périphérie de la Terre est polluée aussi. Il faut se rappeler mes aventures qu'il y a eu avec Hubble. C'est tous les objets qu'on a envoyés dans l'espace, qu'on a laissé se détériorer dans l'espace, polluent notre environnement terrestre. Hein? Alors, moi je me rappelle quand on était gamin, qu'on regardait Albator qui pestait parce qu'il y avait une bouteille dans l'espace qui disait « Vous voyez, les hommes vont polluer les voies de l'espace ». On dit « Oui, bon, c'est quand même grand, on a le temps de voir venir ». Mais dans notre périphérie, on a ce type de problème, des morceaux de satellites
des morceaux de toutes sortes d'appareils qu'on a envoyés et qui risquent de détruire les vaisseaux ou de les endommager, les vaisseaux qu'on envoie. Il y avait un message dans la bouteille. Non, mais en tout cas, elle n'était pas consignée. Ok, allez, un dernier petit tour de table avant la conclusion. J'aimerais que chacun d'entre vous vous raconte un petit peu, sorte un épisode comme ça qui l'a particulièrement marqué, j'en dise quelques mots. Moi, c'est l'épisode où les traducteurs plantent, où ils servent à rien. En fait, c'est dans Next Gen, on vient de découvrir une nouvelle race. Les traducteurs traduisent parfaitement ce que dit cette race. Donc on comprend les mots, mais on ne comprend aucun sens, on ne comprend rien à ce qu'ils veulent dire. Pourquoi ? Parce que c'est une race qui parle uniquement en images. Il faudrait que je trouve un exemple, mais ou en analogie par rapport à des contes ou à des légendes locales. En métaphore. Comment ? Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait partie des choses qui... Et moi, c'est un épisode hallucinant, quoi. Coller ça dans... Enfin, c'est une vraie histoire de science-fiction, Oui. Un problème de langage, Oui, et d'ailleurs ça fait écho à Arena en fait, parce qu'on a Picard qui se retrouve avec un capitaine de vaisseau extraterrestre sur une autre planète, et il sait pas trop quel est le deal, quoi. Est-ce qu'il doit le combattre, qu'est-ce qu'il doit faire avec, sachant qu'il n'arrive pas à communiquer. voilà. On comprend les mots, mais on ne sait pas ce que veulent dire les phrases. Ouais. Alors bon, on peut avoir à redire sur le principe, mais si on fait abstraction d'un certain détail, c'est génial. C'est assez fort. Ben, moi, il se trouve que l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est Arena, notamment parce que, pour un détail tout bête, c'est que je le prenais, il était assez souvent diffusé sur la 5 et je loupais toujours le début. Et un copain qui m'avait dit, punaise, rien que le début, ils ont dû passer un budget phénoménal parce qu'il y a la reconstitution de Place des trucs, j'ai dit, punaise, bon. Mais indépendamment de cela, finalement, bon, même si c'est vrai que c'est l'épisode avec l'extraterrestre caoutchouteux, qui n'est pas crédit pour un sou, il y a quand même ce retournement de situation où finalement Kirk, en jouant les MacGyver de l'espace, arrive à mettre au point avec du salpêtre et toutes sortes de produits, un bazooka fabriqué maison à la Taureau en fait, pour bousiller l'extraterrestre. À un moment donné, il le blesse, mais il refuse de l'achever. Puisque en fait il se retrouve téléporté sur cette planète avec le capitaine de l'équipage adverse par une puissance supérieure. Alors ça aussi, il y a une espèce de Deus Ex Machina qui est assez d'accord. Mais en fait, à un moment donné, si je spoil parce qu'il refuse de l'achever, il refuse que l'équipage soit détruit parce qu'il considère que quelque part, si cet équipage a attaqué, c'est parce que c'était la Fédération qui avait violé leur espace et il y avait cette peur qui était... Alors eux, ils sont monstrueux par rapport à nous, mais ils avaient peur de nous et finalement, c'est nous qui, les premiers, avons pénétré leur espace et qui avons pu paraître hostiles. Donc c'est vrai que c'était un renversement de perspective que j'avais trouvé intéressant. Et puis outre le fait que l'épisode est assez rigolo à regarder, et puis c'est un épisode culte. Ok, alors maintenant je t'appellerai Monsieur Spoil. Monsieur Spoil. Elle est drôle. Donc là, tu as cité le premier que tu avais vu. Donc... Ah, c'est pas le premier, mais c'était celui qui me marquait le plus. D'accord, moi j'ai cité le dernier que j'ai vu, quasiment, et c'est pas très original, parce que je crois que c'est un des préférés, qui s'appelle The Inner Light, la lumière intérieure. Et juste, c'est simplement en fait, l'Enterprise se trouve face à une sonde inconnue. Et cette sonde envoie un faisceau bizarre et qui frappe le commandant Picard et il tombe inconscient et pendant les quelques minutes où il est inconscient, en fait, il vit toute une vie à l'intérieur de lui. Il est d'une certaine façon hacké par une espèce de programme qu'en fait une civilisation veut le faire vivre une vie dans leur monde parce que c'est une civilisation qui va disparaître et qui a disparu. Et elle veut qu'il y ait un souvenir de cette civilisation, donc elle force un humain à vivre une vie à l'intérieur, comme un rêve, si vous voulez, mais sauf qu'il la vit vraiment, il a des enfants, il a une femme, et il ne peut pas s'en échapper. Il sait qu'il est le commandant Picard, donc au tout début de cette vie, il essaie de trouver un moyen de rentrer sur son vaisseau, puis au bout d'un moment, il est prisonnier de cette planète, il vit, il a un métier, il a une famille, il a des enfants,
Et il vieillit, et à la fin de sa vie, quand il meurt dans ce monde-là, il se révèle, il a passé que 20 minutes, mais il a passé une vraie vie. Et on comprend que c'était une vraie vie, parce qu'en fait, par exemple, il a appris à jouer de la musique dans ce monde-là, et donc à la fin de cet épisode, parce qu'on peut se dire, c'était peut-être juste un rêve, comme nous on en fait parfois, il va pas devenir fou, mais en fait il s'isole dans sa chambre, et il joue de la flûte, ce qu'il ne savait pas faire avant, et cet épisode, même rien que d'en penser, d'y repenser, ça me fait... Mais juste, alors je viens de repenser à un épisode que j'ai trouvé, une remarque dans un épisode, je suis désolé, je vais être très rapide, Kyo, qui a fait les pires crasses à l'entreprise. Qui pendant des nombreux épisodes les envoie se balader contre les bords, enfin, un jour débarque dans l'entreprise, il est téléporté, il n'a plus de pouvoir. Donc tout l'équipage lui tombe dessus, il dit mais enfin, c'est quoi cette histoire? Et l'autre pour se défendre dit mais it's hard to be humble when you're omnipotent. C'est difficile d'être humble quand on est omnipotent. Ouais, c'est du cul quoi. Ah non, moi je suis modérateur. Moi il y en a tellement en fait, bah voilà, tiens, c'est une bonne remarque, la conclusion. Moi je ne saurais trop vous conseiller, Star Trek je l'ai découvert tard, en fait en clair il y a un an quoi. Grâce au monsieur qui est là-bas et à la dame qui est là. Et donc j'ai tout vu quoi, en fait j'ai tout repris depuis le début, série originale, série animée, TNG, Deep Space Nine, Voyager. Même la série animée. J'avais vu, oui, voilà, il y a animé. Les premiers épisodes sont excellents. Après ça se gâte, mais les premiers sont excellents. Alors je viens. Donc dans les séries officielles, oui, il n'y a rien, il n'y a que Enterprise, j'ai calé au bout de la deuxième saison quoi, ils nous refont le 11 septembre et franchement j'ai pas supporté. Donc, et puis globalement c'était vraiment pas top quoi, donc voilà, mais bref. Et donc il faut franchement, c'est un régal quoi, du point de vue histoire, scénario. Bon, il y a des impasses, il y a des épisodes what the fuck, d'assemblage où vous n'avez pas de budget, ils ont assemblé des extraits d'épisodes précédents, etc. Bon, il y en a un. Voilà, il y a la première saison de TNG qui est pas terrible, et l'autre, on va trouver à redire sur des tas de trucs, mais franchement ça vaut le voyage quoi, et je le conseille, vraiment. Mais voilà, et après il y a l'héritage en fait. Star Trek a effectivement éveillé des vocations. Il y a aussi des auteurs qui ont dû baigner là-dedans, et je pense en particulier à la culture en fait, de Ian M. Banks, qui pour moi est la modernisation en fait, de Star Trek, avec un peu une sorte de principe de non-ingérence, sauf qu'on a des circonstances spéciales qui sont là pour faire le sale boulot, en fait, et violer la prime directive. Et après, Star Trek a donné lieu à tout un tas de parodies et de fanfiction. Donc comme parodie, il y a la plus connue, c'est probablement... J'ai jamais réussi à décider si c'était un film génial ou un navet, moi j'arrive pas à faire d'opinion. D'accord, et il y a un accident, enfin il y a un accident de téléporteur aussi, au passage. Bon, ça, voilà. Après il y a Star Wreck. Alors ça c'est fait par une bande de fondus finlandais, c'est 2005. C'est pire que ça. C'est le 10e ou quoi ils ont fait plein de fan-films, et là ils nous sortent un film d'1h40 qui a un scénario original où ils reprennent la mythologie et les vaisseaux de Star Trek, ils nous mergent ça avec la mythologie et les vaisseaux de Babylon 5, et c'est un régal. Ça s'arrête pas, les effets spéciaux le type a fait ça dans son 2 pièces avec un PC, etc. Enfin c'est hallucinant de qualité par rapport... Oui, j'arrive. Bref, donc Star Trek, et dans les... moi une que j'ai découverte récemment, oui, une fanfiction qui est... Oui. Je finis par Star Trek Continues. Alors pour ceux qui aiment Star Trek, en particulier la série originale, Star Trek Continues, c'est des fondus qui nous ont fait il y a 1 an ou 2, enfin c'est en cours. C'est une série où ils reprennent exactement le look and feel et la qualité à la fois des scénarios, des images, du jeu, etc. de la série d'origine, avec Kirk, Spock, etc. joués par les acteurs de maintenant. Et c'est vraiment fidèle à l'esprit et c'est formidable quoi. Star Trek Continues. Voilà. Donc merci d'être venu et j'espère que... Merci d'être resté. Voilà, merci d'être resté. J'espère que vous allez découvrir cette série qui est extraordinaire, et je terminerai par... Yannick Lagon. Capla.